50 ans maintenant, après l'indépendance, cette communauté qui tente de faire connaître à leurs compatriotes, à leurs concitoyens, que tout le monde est égal devant la loi, devant les chances qui sont offertes à tout le monde et dans notre patrie. C'est une question tout simplement de dialogue, de compréhension. Rien n'est difficile. Sur ce, comme doyen de la communauté swahilophone du Burundi ici en Belgique, j'ai cet honneur et j'ai l'occasion de vous inviter, de vous passer la parole. Tout le monde qui est là, nous aurons le temps d'échanger, questions-réponses. Et voilà, soyez d'abord les bienvenus parmi nous et soyez les nôtres. Et je vous remercie. Après le mot d'accueil de notre sage, de notre doyen, cher Salim Kirungi, j'aimerais inviter cher Ahmad Kassa de nous présenter la première conférence introductive sur la cinquantenaire, la place de la communauté swahilophone ou les Swahili comme on les appelle au pays. Il va essayer de tracer les origines et nous remuer l'histoire de ce que cette communauté au moins a pu faire et qui sera complété par le sujet en grande partie qui sera développé par Madame Christine, elle qui s'est donné la peine de nous mettre en surface certains éléments qui étaient cachés des années, qu'on peut dire un demi-siècle. À un demi-siècle de l'effort fourni par nos ancêtres swahilophones, ou les Swahili, que vous découvrirez que ce ne sont pas des Swahili, mais ils sont autre chose. J'invite Ahmad Kassa de nous présenter ce sujet et que Dieu vous fasse parmi nous et essayer d'élargir votre poitrine pour nous donner certains éléments. En islam, on dit ami quand on vous fait une telle vocation. Oui. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, distingués invités. Permettez-moi de prime abord de vous souhaiter d'abord la plus cordiale de bienvenue à cette conférence débat, une conférence qui nous réunit ici cet après-midi en Belgique. C'est avec beaucoup de fierté, aussi un intérêt croissant que les différents groupes de la diaspora burundaise ici en Europe, ils se sont tous associés pour débattre ou éclairer le débat sur quoi? Sur l'histoire, qui est l'histoire de notre pays, et surtout l'histoire de l'indépendance du Burundi, à la veille de l'indépendance, ou l'histoire du Burundi à la veille de l'indépendance. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, je profite d'abord de cette occasion pour remercier les organisateurs de cette conférence, pour y avoir associé les différents groupes de la diaspora burundaise ici en Europe, qu'il s'agisse en Belgique ou bien en Hollande, en Suède et même en Angleterre. Je voudrais donc les féliciter d'abord pour cette initiative et aussi d'avoir cette initiative pour organiser cet événement à un moment opportun, qui est en fait un moment où on célèbre les cinquantenaires de l'indépendance du Burundi. Aussi, j'en profite pour saluer la présence parmi nous ici de l'historienne de renommée internationale, bien qu'elle ne veut pas, Christine, qu'on l'appelle qu'elle est de la renommée internationale, mais en fait elle est de renommée internationale, spécialiste de l'histoire du Burundi,
Et ce n'est pas seulement l'histoire du Burundi, mais essentiellement l'histoire du Burundi au temps de la décolonisation, ou à la veille de l'indépendance, si on peut dire. Je voudrais avant toute chose ici, Christine, saluer votre présence parmi nous. Votre présence ici nous donne une indication édifiante de l'importance que vous accordez à l'histoire du Burundi à la veille de l'indépendance, et aussi au mouvement et aux militants indépendantistes, et surtout, comme vous l'avez appelé dans votre livre, aux premiers militants indépendantistes du Burundi. En consacrant votre temps à l'événement qui nous réunit cet après-midi, vous lui donnez quand même un cachet indéniablement particulier. Alors, soyez-en remerciés. Nous avons choisi ici la Belgique pour accueillir cette première conférence pour des raisons, comme vous le savez tous, pour des raisons historiques. La Belgique étant l'ancienne métropole du Burundi, et qui, dans une certaine mesure, la Belgique a quand même façonné la politique du Burundi, de ce pays. Et cela depuis un demi-siècle, ou même un siècle entier. Il y a un demi-siècle après l'accession de l'indépendance, l'heure est aux célébrations. Et cette conférence, donc, s'inscrit dans le cadre des cérémonies marquant les 50 ans de l'accession du Burundi à l'indépendance. L'heure maintenant est aux célébrations. À Bujumbura, et même dans les provinces, même à l'extérieur du pays, comme vous le savez, dans les ambassades et même dans les représentations diplomatiques aussi, on célèbre les cinquantenaires. Mais il ne s'agit pas seulement de célébrer les cinquantenaires par des défilés, par des danses, des tambours ou d'autres activités sportives, mais l'heure aussi est à la réflexion. Il faut aussi célébrer les cinquantenaires par réflexion. Réflexion en termes de développement humain, réflexion en termes d'acquis démocratiques, mais aussi réflexion en termes d'intégration sociale et identitaire, et pourquoi pas réflexion en termes de droits internationaux humanitaires. Aujourd'hui, les propos de nos conférenciers oscillera autour des mouvements qui ont mené à l'indépendance nationale. Comme vous le savez, l'indépendance ne s'était pas acquise comme un cadeau. Il y a eu des mouvements de revendication, il y a eu des luttes, et ce que nous constatons, parmi les différentes catégories de la population burundaise qui ont lutté pour l'indépendance, il nous a semblé ici, il nous a semblé important d'insister sur la contribution des Swahili du Burundi qui ont certainement été parmi les tout premiers militants indépendantistes burundais, comme le confirment les documents des archives belges. On peut alors se poser un certain nombre de questions. Qui sont ces Swahili? D'où sont-ils venus? Quand est-ce qu'ils se sont installés au Burundi? Quelles étaient leurs relations avec l'administration coloniale, tant allemande que belge? Les Swahili étaient-ils impliqués dans ces mouvements indépendantistes? Voilà autant de questions auxquelles nos conférenciers aujourd'hui, spécialisés dans le domaine de l'histoire du Burundi à la veille de l'indépendance, essaieront de donner des pistes et réflexions. L'association Djoua, qui organise cette conférence, est une association culturelle et sociale. Elle n'a pas vocation de devenir un mouvement politique, ni moins encourager un quelconque parti politique. Je voudrais d'abord rassurer un peu tout le monde qu'il s'agit ici de la présentation des faits historiques. Beaucoup de ces faits, nous l'avons constaté, sont longtemps restés inédits. Ils n'étaient même pas publiés et ils étaient aussi fermés à la lecture. Cette conférence a donc pour objet
D'abord, de donner un aperçu historique pour mieux comprendre les mouvements et les réseaux des militants, que dis-je, des premiers militants indépendantistes du Burundi, au premier rang desquels nous trouvons les Swahili, acteurs actifs et actifs combattants, non seulement ensemble avec d'autres Burundais, mais également avec certains membres de la famille royale, dont le prince Louis Rwagasore. Pourquoi? Pour libérer le pays, ou le pays du joug de la colonisation. En d'autres termes, cette conférence mettra en exergue la juste place des Swahili dans le mouvement ou dans le développement des mouvements revendicatifs, et donc le rôle d'acteur à part entière dans le processus d'indépendance du Burundi. Les jeunes Burundais de notre siècle méritent de savoir ce qui s'est réellement passé, voici un demi-siècle ou même un siècle entier. Nous avons prévu en fait 3 présentations au cours de cette conférence. La première, c'était parler des Swahili face à la colonisation, qui était en fait présentée par moi-même. Ensuite, le professeur Christine Delaurier parlera aussi longuement des premiers militants indépendantistes. Et enfin, Abdul nous fera un bilan sur ce qui s'est passé au cours de cette période. Mais pour des raisons de temps, et surtout que ce sont des sujets qui sont quelque peu interliés, nous avons décidé seulement que je donne seulement juste un préambule ou une introduction sur les conférences, et puis je passerai la parole à Christine pour nous développer largement sa présentation. Alors, sans plus tarder, j'invite d'abord Christine de nous faire sa présentation, et comme on vous l'a dit, on aura cette conférence débat, et qui dit conférence débat, donc vous aurez aussi l'occasion de donner vos points de vue, de poser des questions, et qu'on essaiera ici de clarifier. Ok, sans plus tarder, j'invite Christine à faire... Tous, merci aux organisateurs de l'association Djoua de m'avoir invité, à Abdul surtout pour la mise. Ça va, il n'y a pas trop d'écho? Ça va. C'est bon. Alors, en fait, je voulais commencer par quelque chose, mais je vais commencer par autre chose. D'abord, parce que vous en avez chacun un petit peu parlé, au sujet des sources et de l'accès en fait, à la documentation. En réalité, il y a de la documentation écrite. Alors, je ne parle pas des témoignages que vous, par exemple, avez récoltés auprès de vos parents, grands-parents, etc. Donc ça, c'est toute une partie où on peut encore avoir des informations à Bouyenzi, hein, bien entendu. Mais pour ce qui concerne la documentation écrite, il y a 2 gros endroits où il y a la documentation écrite sur la période coloniale, notamment belge. C'est Bruxelles, les archives du ministère des Affaires étrangères, qui s'appellent les archives africaines, et au Burundi, où il y a aussi au sous-sol du building administratif tout un tas d'archives très intéressantes, hein, les archives nationales. Bon, le problème au Burundi, c'est que les archives nationales ne sont pas très bien triées. Elles sont triées par province et non pas par thématique. Du coup, on est obligé de regarder tous les dossiers d'une province pour parfois trouver le document qu'on veut. C'est pas classé thématiquement ni chronologiquement. Et puis il y a tout le volet Bruxelles, donc alors là où il y a en fait au moment de l'indépendance, 1 an avant l'indépendance à peu près, quand les Belges ont compris que bon, l'indépendance allait arriver, que c'était inéluctable, il y a une espèce de transfert. Alors un transfert semi-secret, hein, parce qu'il s'agissait pas de dire aux Burundais on vous pique toutes les archives, mais c'est mine de rien un petit peu ce qu'on a fait quand même, c'est-à-dire que toutes les archives ont été rapatriées en Belgique, donc il y a énormément de choses sur le Burundi en Belgique, et en fait tous ces documents-là étaient fermés. Il y a une loi sur les archives qui est valable pas que pour le Burundi, hein, pour tous les pays, pour tous les pays sur lesquels la Belgique a des documents, qui est une ouverture possible après 30 ans de latence, sur dérogation d'une commission diplomatique, et après une ouverture beaucoup plus facile à 50 ans. Donc déjà les 50 ans, on vient de les passer, ce qui explique la lecture assez facile désormais de quelques dossiers, notamment un gros dossier qui vient de s'ouvrir sur Rwagasore, auquel moi par exemple j'avais jamais eu accès avant septembre de l'année dernière. Et puis il y a les dossiers à 30 ans que j'ai fait ouvrir il y a 20 ans, en passant par une commission diplomatique. Donc ce que tu lis par exemple à Abdou en ce moment, le dossier Bure, donc il y a 2 gros fonds, hein. Il y a Bure et il y a Roi.
donc Rwanda et Burundi. Et donc il y a 20 ans, moi j'ai fait une demande générale sur une soixantaine de dossiers burs. Il y a 30 ans, enfin il y a 20 ans, pardon, elles avaient 30 ans à l'époque, et on m'en a accepté un certain nombre, pas tout, parfois des dossiers partiels, etc., en fonction de... En fait, il y a cette loi sur le... C'est pour protéger les gens. C'est-à-dire, s'il y a un dossier judiciaire sur vos grands-parents, normalement, je ne peux pas y avoir accès, parce que ça peut porter atteinte à votre famille. Donc il y a tout un tas de documents auxquels on ne peut pas avoir accès. Mais mine de rien, dans ceux auxquels on peut avoir accès, donc depuis maintenant 20 ans, l'avantage c'est qu'une fois que quelqu'un a fait la démarche comme moi je l'ai faite, j'ai attendu 3 ans avant d'avoir des réponses de la commission diplomatique pour les dossiers, mais au moins une fois que c'est ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont ouverts, tout le monde a accès à la lecture. Comme ça qu'Abdoul peut y aller sans redemander une autorisation. Dans ces documents, mine de rien, même s'il n'y a pas tout ce qu'on voudrait lire, et même si probablement il y a encore des dossiers un petit peu secrets à gauche à droite, il y a quand même déjà énormément de choses. Il y a notamment tous les dossiers des partis politiques. Alors il y a une belle liasse sur l'UNARU, une bonne liasse de plusieurs centaines de pages. Il y a pareil, alors l'UPRONA, c'est un dossier énorme comme ça. Enfin bon, tous les partis sont bien documentés. Et surtout, il y a ce qui est très intéressant aux archives belges, c'est les dossiers de la sûreté. La sûreté donc, de l'époque, qui était un service un petit peu indépendant par rapport à la tutelle et donc au service de la résidence et de Arroy, si ce nom vous dit quelque chose. Donc le dernier vice-gouverneur général devenu résident général Arroy. Ça, c'est le vice-gouvernorat et la résidence, avec tout un tas de résidents de Burundi. Mais en fait, la sûreté, elle dépend directement de Léopoldville. Donc en fait, les agents de la sûreté qui travaillent au Burundi et au Rwanda ont une certaine indépendance par rapport au pouvoir central de Arroy, etc. Et donc ils fonctionnent, c'est un service relativement bien développé, très bien documenté, et qui fonctionne avec des tas d'informateurs, entre guillemets. Alors, il ne faut pas prendre forcément un informateur pour un collaborateur, hein. Ça peut être quelqu'un qui, dans un service administratif, dit 3 mots sur une réunion dont il a entendu parler, et les agents de la sûreté, eux, ils ont l'oreille pour attraper les choses. Mais il y a aussi des vrais informateurs, c'est-à-dire des gens qui sont rémunérés par la sûreté, on a le fichier aux archives, et qui en fait sont des gens bien informés aussi. Et très souvent, c'est pour ça que la sûreté, les documents de la sûreté sont très intéressants, parce qu'ils sont très bien informés, parce que ce sont des Burundais qui donnent les informations. Des Swahili, des Burundais des collines, enfin peu importe qui c'est, mais donc les informations ne sortent pas de la tête des Bazungu tout seuls. C'est quand même souvent des informations recoupées, et aussi on les grade, les agents de la sûreté les gradent en fonction de la fiabilité de l'information et de l'informateur. Donc voilà, mais ça, si vous avez d'autres questions, enfin, c'est intéressant. Mais donc c'était un premier petit préambule pour dire aussi qu'il n'y a pas forcément eu des choses qui ont été cachées, mais des choses qui ont été conservées en latence, parce qu'il y a des lois relatives aux archives, et que d'une certaine manière c'est pas mal qu'il y ait des lois relatives aux archives, parce que ça permet de protéger les gens, ça permet de garder un recul, la distance du temps elle est importante pour pouvoir travailler, et c'est pas forcément avoir un document une semaine après un événement, c'est pas forcément le plus intéressant, en tout cas pour un historien. C'est pas mal aussi qu'il y ait du temps qui passe. Alors aujourd'hui on m'avait demandé de parler, enfin bon, en fait je pourrais vous parler de plein de choses, mais essentiellement je pense que ce qui nous réunit ici, c'est effectivement la contribution de, on va l'appeler le monde Swahili, à la recherche de l'indépendance au Burundi. J'en profite pour dire ici qu'en fait c'est surtout Abdoul qui m'a contacté, parce qu'il a donc lu ma thèse, en tout cas un bon morceau de ma thèse, que j'ai fini il y a déjà 10 ans et que malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de publier, mais ça va venir. Et effectivement, dans cette thèse, donc moi je l'ai commencé en 1993, je me suis inscrite à une date symbolique, le 21 octobre 1993 en thèse, donc je ne savais pas que le Burundi allait vivre tous ces événements malheureux juste après.
Mais en tout cas, il faut essayer de se remettre dans le contexte. C'est important pour l'historien de dire comment il a fait ses recherches et ce qui y a amené, parce que vous allez voir, il y a des répercussions aussi vis-à-vis de vous et de votre histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 93, quand je commence ma thèse, c'est la grande ouverture multipartiste. Et en fait, on est en train de vivre quasiment une deuxième période multipartiste après la première des années 60. Donc moi, j'arrive là toute fraîche dans cette thèse, si j'ose dire, avec des grandes idées sur ce que c'est que l'indépendance, la décolonisation, la lutte contre le colonisateur, etc. Mais le contexte burundais, il est quand même encore celui de la fin du parti unique. Donc en fait, mes collègues historiens burundais, etc., c'est pas nécessairement qu'ils aient envie de faire de la contre-information ou de la propagande, mais ils baignent depuis 30 ans dans le parti unique. Donc depuis 30 ans, ils baignent dans un discours qui est un discours pré-mâché, si j'ose dire, tout construit, qui est le discours du parti UPRONA, qui lui, en tant que parti unique, célèbre son histoire et donc va bien entendu se mettre beaucoup plus en valeur que tous les autres partis autour. Et donc il y a une sorte d'ambiance un peu générale qui fait que, bon, en gros, l'UPRONA est présenté, en tout cas à l'époque, comme le seul parti nationaliste du Burundi. Et en gros, il n'y a pas eu d'autres nationalistes, c'est les seuls. Et c'est pour ça que quand j'arrive enfin à voir les premiers dossiers ouverts aux archives belges, et notamment ce fameux dossier BUR 64 qui correspond à pratiquement tous les documents affichés ici et qui concerne Lunaru, alors là, je dois dire que je tombe un peu des nues parce que je découvre que, contrairement à ce qu'écrivent certains de mes collègues burundais, Lunaru, c'est pas un parti d'étrangers. Mais c'est un parti burundais, alors avec certains qui sont d'origine étrangère, mais d'autres qui sont là depuis 3 à 4 générations et on ne sait pas trop où ils étaient avant, enfin c'est des Burundais. Et d'autre part, en fait, il y a des comités locaux un petit peu partout de ce fameux parti UNARU, une vingtaine de comités locaux dans tout le pays, et on ne peut pas dire, à l'époque coloniale, que, en tout cas dans les années 56-57, les Swahili sont un petit peu partout, effectivement, mais enfin pas au point d'avoir 20 comités locaux partout dans le pays. En plus, alors bon, très difficile de savoir qui est Swahili, qui n'est pas Swahili. On peut regarder les noms, bien entendu, il y a des noms qui sont typiquement Swahili, mais parfois vous pouvez avoir un nom de, je ne sais pas, Nzeimana Paul, qui va être un musulman aussi. Donc à quel moment on va le classer dans les Swahili, les pas Swahili, les Burundais, les pas Burundais, c'est vraiment des choses, c'est un petit peu comme si en ce moment en France ou ici, dès que quelqu'un s'appelait, je ne sais pas, Mohamed Zergouti, il était nécessairement maghrébin. Bon, c'est très difficile à partir des noms. Donc on a un petit peu des difficultés et on sent bien que les Belges eux-mêmes dans la documentation ont des difficultés à décider qui est étranger, qui est Swahili, qui n'est pas étranger, etc. Eux-mêmes se mélangent. Hein, donc voilà, donc c'était pour vous dire un peu l'ambiance dans laquelle on est. Et surtout, en fait, le décalage entre le discours que j'entendais, parce que moi j'interrogeais beaucoup de gens dans les années 90, j'ai commencé mes recherches en 90, hein, avant ma thèse, en 90, 91, 92, 93, où tout le monde me parlait de la première époque du multipartisme, les vieux, etc. Puis il y avait ce discours UPRONA, avec une espèce de silence total, mais je pense qu'il n'était pas nécessairement un silence coupable, qui pouvait juste être un silence lié à, vous savez, enfin vous le savez sûrement mieux que moi même, un parti unique, 30 ans, c'est quelque chose qui vous met une chape de plomb sur la culture, sur la politique, sur le social, sur tout. Donc même les gens qui ont été formés dans cette ambiance du parti unique, c'est très difficile de s'en départir. Donc voilà. Alors je vais commencer, ça c'était ma petite aparté sur les sources et sur les conditions dans lesquelles ça a commencé. C'est pour ça que ça a pu sembler à Abdoul assez étonnant de lire dans ma thèse des choses qui lui semblaient rétablir la vérité, mais en fait moi je me suis juste basée sur la documentation et mes sources orales. Puis quand je me suis aperçu que Lunaru, il y avait quand même beaucoup de choses, je suis allée faire des enquêtes aussi à Buyenzi. J'ai commencé à rencontrer des amis Swahili, puis leur dire, et toi ton papa, de quoi il te parlait, enfin voilà, à élargir quand même un peu mes horizons, à ne pas aller voir que des sous-chefs et des anciens chefs, etc., des Baganois, voilà, à élargir. Alors je voulais vous parler des premiers indépendantistes au Burundi, mais en fait en replaçant quand même un petit peu, d'une manière générale, vous allez voir, ça ne va pas être trop long, les décolonisations, et en fait commencer par dire deux choses au sujet de la décolonisation. D'abord, en fait, c'est l'ensemble des réponses
contestataires apportés à l'ordre colonial. Donc en fait, les gens qui vont être des indépendantistes, c'est des gens qui répondent à l'ordre colonial. Et dans cette perspective, donc, on peut décrire la décolonisation soit comme un processus inscrit en fait dans une longue durée, c'est-à-dire en fait à partir du moment même où la colonisation arrive, finalement, elle porte en elle-même la décolonisation, puisque c'est un régime étranger qui s'impose à une population quasiment dès la naissance de la colonisation, dès son arrivée. Le processus est inéluctable, il va y avoir une résistance à la domination. Enfin, il n'y aurait pas de résistance s'il n'y avait pas de domination, et s'il n'y avait pas de domination, il n'y aurait pas naissance d'une résistance. Donc en fait, c'est un processus qui est finalement complètement inéluctable et que certains d'ailleurs ont compris tôt. Donc dès l'implantation coloniale, en fait, les résistances, elles commencent pour contrecarrer les effets de l'implantation coloniale et de cette domination. On peut aussi voir la décolonisation de manière beaucoup plus courte, c'est-à-dire la phase juste ultra courte du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où finalement, justement, les épreuves de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle beaucoup d'Africains et beaucoup d'Asiatiques se sont battus pour leurs métropoles coloniales respectives, se sont aperçus que les métropoles coloniales qui avaient des grands discours de justice, de droits de l'homme, etc., se massacraient allègrement les unes les autres et sans guère s'intéresser aux droits de l'homme, enfin à tous les grands discours philanthropes que ces métropoles développaient dans leur territoire. Et donc c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, c'est l'appel, un peu le déclencheur, l'appel des premières décolonisations asiatiques d'abord, puis africaines. Donc en fait, la décolonisation, c'est aussi cette petite période qui, là, pour le Burundi, en gros, on peut la situer à partir de 55, vraiment 55-62, où en fait c'est la liquidation de l'ordre colonial qui se met en place. Enfin, vraiment, on va tout... donc je vous parle de ça parce qu'en fait, je pense que c'est dans l'état, enfin la nature de l'état colonial lui-même qu'on va pouvoir parler qu'on va pouvoir faire référence aux décolonisations et du coup aux indépendantistes, parce que c'est mieux comprendre les indépendantistes, on est obligé de revoir un petit peu ce que c'est que l'État colonial. Et l'État colonial, ça ne concerne pas que les Swahili, l'État colonial, c'est un État discriminatoire par nature. C'est-à-dire qu'il va faire une distinction entre les Blancs, d'un côté, les colonisateurs, qui soient des vrais colons dans le sens celui qui s'installe sur des terres pour faire de l'agriculture, ou des colons administratifs dans le sens où ce sont les administrateurs coloniaux, etc., qui viennent là que pour faire de la gestion des indigènes, comme on dit. Mais en tout cas, c'est un système de domination où la discrimination fonde l'État, ce qui n'est pas le cas normalement dans un État de droit, et donc en fait, forcément, ce caractère étranger et répressif va appeler des résistances. Alors, on pourrait commencer finalement les résistances, on pourrait les faire recommencer loin, par exemple. Vous avez probablement déjà entendu parler de la révolte de Inamujandi Ondora en 1934. Ça vous dit quelque chose ? C'est cette fameuse, les Blancs l'appelaient la sorcière, qui a donc créé une espèce de mouvement de résistance. Elle s'est attaquée aux Belges, et en fait ses partisans s'attaquaient à tous les chefs et sous-chefs qui étaient en fait symboliques de l'autorité coloniale. Donc finalement, si on voulait vraiment remonter loin dans les premiers indépendantistes, d'une certaine manière, Inamujandi, c'est une indépendantiste. Elle cherche à mettre dehors tous les symboles de l'ordre colonial et tous les symboles humains, c'est-à-dire chefs, autorités coutumières, etc., de l'ordre colonial. Donc d'une certaine manière, on peut remonter loin, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, en fait, la décolonisation, elle marche déjà avec la colonisation, ça marche déjà avec la décolonisation, ça va ensemble, la résistance est obligatoire. Il y a d'autres petites manières aussi de résister, et parce que là je suis dans la résistance, on va passer bientôt à les indépendantistes, c'est par exemple ce que font les paysans, pour sortir un petit peu du contexte intellectuel dans lequel on se trouve un petit peu là aujourd'hui. Un paysan qui est contre l'ordre colonial, il va trouver tout un tas de manières pour contourner l'ordre colonial ou en fait le contredire. Est-ce que vous avez vu le film que Ngabo a réalisé il n'y a pas longtemps sur 100 ans d'histoire du Burundi? Non, peut-être pas.
On voit un témoignage très intéressant sur un ancien sous-chef qui explique comment les paysans urinent sur leurs caféiers pour qu'ils meurent, les caféiers. C'est-à-dire ils font tout ce que les agronomes coloniaux leur demandent, ils plantent le caféier comme c'est obligatoire, ils font le paillage comme c'est obligatoire, puis après ils urinent dessus pour que ça dégénère la plante, et ils vont voir les administrateurs coloniaux, ils disent on ne comprend pas, c'est complètement mort notre récolte, on arrête de faire votre café. Ça aussi c'est une manière, mine de rien, une petite manière qui se raconte pas souvent, enfin une parmi d'autres, hein. Des moyens de contourner l'ordre colonial, il y en a plein. Donc alors après, on est aussi, je reviens sur l'ordre colonial parce que je pense que c'est important, c'est aussi un système, la domination coloniale, qui fonctionne nécessairement avec des indigènes, comme on les appelle, c'est-à-dire des Burundais. C'est-à-dire qu'il y a des sous-chefs, des autorités coutumières qui participent au système. Alors après, on peut les appeler des collaborateurs ou pas des collaborateurs, je crois qu'ils n'ont pas le choix en réalité. C'est-à-dire que si vous êtes un sous-chef ou un chef et que vous n'obéissez pas aux ordres de l'administrateur colonial local, vous êtes éjecté. Donc en fait, si vous voulez avoir la moindre action sur la population, y compris avec au-dessus de votre tête un administrateur colonial, il vous faut un minimum respecter ses demandes, les demandes coloniales, et d'un autre côté, vous pouvez essayer aussi de jouer un petit peu sur la limite en tolérant des choses pas forcément tolérables, etc. Donc il y a aussi, c'est très complexe parce qu'il y a il y a l'aide et la collaboration de Burundais, mais qui est pas forcément une collaboration au sens adhésion au système. C'est un peu, c'est quand même tout ça, c'est très forcé. Donc, je repars maintenant sur les histoires vraiment d'indépendantisme et de naissance finalement des mouvements indépendantistes. Si j'arrive à retrouver le chapitre où ça commence, parce que comme j'ai pas mis mes petits gras. En fait, je pense qu'il faut aussi commencer pour parler des indépendantistes. Là, je vous ai fait un petit tableau interne, mais il faut aussi regarder à l'échelle régionale et même mondiale. Je vous ai parlé de la Seconde Guerre mondiale, des décolonisations asiatiques qui poussent quand même le mouvement, enfin qui tirent derrière elles les décolonisations africaines. Mais au point de vue régional, il faut voir aussi que le Burundi est dans une position assez particulière, c'est-à-dire qu'entouré du Rwanda, où ça bouge très vite à partir de 1957, il y a le manifeste des Bahutus, et dès 1957, il y a les premiers partis politiques qui se créent, pas officiellement agréés, mais qui existent. Hein. La Prosoma, Association pour la promotion sociale de la masse, le Parmehutu, tout ça c'est des partis qui naissent en 1957 au Rwanda. Donc il y a déjà une activité politique assez importante au Rwanda dès 1957. Au Congo, c'est un petit peu plus tardif, mais les partis politiques officiellement sont agréés en 1958, les premiers, hein, bon, MNC, etc., je vous passe. Mais donc il y a une activité aussi assez forte au Congo, et puis dès 1959, il y a les premières émeutes à Léopoldville qui font bouger les choses, etc. Vous avez le Tanganyika Territory, qui est donc un territoire exactement le même statut que le Rwanda-Burundi, sous tutelle mais des Britanniques, et là aussi, mais comme dans pratiquement tous les territoires sous tutelle ou les colonies britanniques, ça bouge bien avant partout. Alors, il y a plein de raisons à la distinction entre pays colonisés par les Britanniques et pays colonisés par les Français ou par les Belges. Ou par les Portugais, c'est que les Britanniques ont assez tôt donné des possibilités aux élites africaines de participer à des assemblées, d'aller faire des études à l'étranger, de dépasser le niveau du primaire en scolarisation. Mine de rien, dès que vous avez des gens qui sont alphabétisés, qui peuvent lire, qui sont un peu plus ouverts au monde que des gens qui ne savent pas lire, eh bien vous avez disons une agitation, une effervescence qui se crée beaucoup plus facilement. Donc le Tanganyika Territory a dès 1954 des embryons de partis politiques. La TANU, Tanganyika African National Union, elle est agréée dès 1955. Donc on est vraiment dans une forte effervescence politique au Tanganyika. Et ça c'est intéressant parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que les Swahili, il y en a beaucoup au Burundi, notamment tous ceux qui résident à Rumongue et tous ceux qui résident à Bujumbura, qui sont des gens qui font sans arrêt le trajet entre le Burundi et la Tanzanie, enfin le Tanganyika, pardon.
pardon, à l'époque. Donc c'est aussi de cette naissance des réseaux transfrontaliers que vont naître les premières conversations entre personnes, entre Swahili et Burundais, dites autorités coutumières. Alors c'est très difficile de parler des deux en même temps parce que j'ai envie de dire les Burundais, mais si je ne fais pas le distinguo entre les Swahili et les Burundais, disons, des collines, on ne voit pas que c'est au début quand même des gens assez séparés finalement. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres ne sont pas des Burundais, mais quand même, alors c'est ce que je crois justement, tu devais parler, mais justement du coup je peux en parler un tout petit peu, c'est qu'à la naissance, voilà, il existe donc au Burundi, le Burundi est organisé à la fin, plaçons-nous disons en 1955, vous avez l'administration coutumière qui est essentiellement composée de Burundais, des collines, des chefs, des sous-chefs, etc. Une administration belge, européenne qui chapeaute tout ça, en fait qui double chaque fois les principaux, et vous avez une administration particulière, extra-coutumière pour les Swahili. Vous avez sûrement tous entendu parler des centres extra-coutumiers, qui sont donc des espèces de... Alors après, on pourrait leur donner tout un tas de noms, ça dépend sur si on veut être militant ou pas militant, et engagé ou pas, je sais pas, des espèces de ghettos pour Swahili, où on a vraiment enfermé les Swahili qui étaient considérés par les colonisateurs belges. Au début, ça s'appelle camp Swahili. Au début, ça s'appelle camp Swahili. Mais camp, pas forcément au sens camp de concentration, mais plutôt camp de travail. Au sens campement, comme par exemple à côté de Tesa, il y a près de l'usine AT, vous avez des petits baraquements pour le personnel, on appelle camp ça aussi. Donc ça n'a pas nécessairement une essence péjorative. C'est plutôt dans le sens où on met tous les travailleurs ensemble. Et les Swahili sont souvent des travailleurs, ceux qui construisent les routes, au tout début de la colonisation belge, ceux qui construisent les bâtiments, ceux qui commercent, etc. Donc on les regroupe. Donc il n'y a pas forcément une connotation, tu vois... Bon, ceci dit, la connotation, elle est là à partir du moment où on les isole du reste de la communauté nationale. C'est-à-dire qu'on dit, ils ne font pas partie du monde coutumier. C'est-à-dire, ils sont souvent habillés à la mode citadine, pas du tout dans des tenues vestimentaires comme on trouverait sur les collines. On les confond aussi souvent, d'ailleurs en fait les évolués, ceux qu'on va appeler les évolués à l'époque coloniale, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait au-dessus de l'école primaire, les écoles secondaires, les séminaires ou le groupe scolaire d'Astrida qui est la haute institution de formation des élites, tout ça on les appelle des évolués, et mine de rien en Kirundi on les appelle les Musimu, quoi. Enfin, il y a une connexion entre ceux qui sont les évolués et ceux qui sont les musulmans. Finalement, les Swahili représentent un certain stade de l'évolution par rapport au monde coutumier. C'est un petit peu ça que ça veut dire de manière sous-jacente. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que on leur reconnaît un certain stade d'évolution, aussi lié au fait que ce sont des gens qui habitent essentiellement dans le monde urbain et citadin, c'est aussi ça, comme ça qu'on fait la distinction. Donc on leur reconnaît comme une sorte d'évolution supérieure, un progrès par rapport aux autres, mais c'est quand même eux qu'on marginalise le plus. Et on les marginalise. Pourquoi? Essentiellement parce que la colonisation belge est une colonisation chrétienne. Et je dirais même plus que chrétienne, catholique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Swahili qui sont marginalisés dans les années de la colonisation, mais aussi les protestants, par exemple. Si vous regardez la situation des protestants dans les années 50, ils n'ont pas accès à l'école. Bon, il y a des missions donc, qui prennent en charge quelques petits groupes, mais beaucoup moins organisés. Il n'y a pas d'accord comme il y a avec l'Église catholique pour mettre en place l'enseignement primaire. Donc tous les protestants, tous les musulmans n'ont quand même pas accès aux écoles primaires, donc doivent se débrouiller eux-mêmes sur des systèmes qui leur sont propres. Donc il y a des tentatives de création d'écoles coraniques, etc. Mais c'est pas officialisé. Donc il n'y a pas de soutien de la Belgique. Et je dirais même qu'il y a une franche hostilité de la Belgique pour que les musulmans comme les protestants, vous allez voir, c'est pas complètement innocent que je vous parle des deux en ce moment, parce qu'on va y revenir plus loin, il y a une hostilité pour que ces gens-là soient éduqués. Pour vous donner des petits effectifs, parce que maintenant Buyenzi est une telle ville énorme, une ville dans la ville, que d'ailleurs on ne dit pas on va à Mungini, on va à la ville, quand on va à Buyenzi, je crois, on dit que c'est la ville dans la ville. À l'époque, Buyenzi c'était 10 000 habitants.
Je crois que là, à l'heure actuelle, on doit être autour de... On doit atteindre les... On a monsieur l'ancien administrateur communal, qui pourrait nous dire un peu quelque chose. Ah, bon. Voilà. Je ne sais pas aujourd'hui, mais parce que ça évolue trop vite, mais je me dis qu'avec le dernier recensement, on était autour de 100 000. Oui, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit 80 000, comme ça, oui. Mais Et puis avec les recensements, il y a des gens qui ne se font pas recenser. Il y a des gens qui, pendant la journée, ils sont ailleurs, pendant que l'activité du recensement se passe, et qui reviennent seulement le soir, la nuit, et ils repartent très tôt matin. Donc ça doit être au-dessus, un tout petit peu au-dessus de 100 000. C'est pour faire un petit comparatif. On est maintenant donc, au Burundi à combien 8,5 millions d'habitants à peu près. Et donc mettons 100 000 à Buyenzi. À l'époque, donc on a 10 000 personnes à Buyenzi, ce qui est énorme hein, pour Bujumbura de l'époque. C'est beaucoup, c'est une grosse communauté. Et on est à l'époque à 4 millions hein, d'habitants au Burundi, pas plus. On est même 3,8 millions, quelque chose comme ça. Donc, les proportions, finalement, ont grandi pour Buyenzi maintenant. Donc c'est juste pour vous donner une petite... Et alors les Belges comptabilisent... Alors les recensements des Belges sont un peu plus sévères parce que tout le monde a son carnet d'identité hein, pour aller en ville. Donc vous ne pouvez pas passer, quand vous habitez à Buyenzi, vous ne pouvez pas aller par exemple, je ne sais pas, à la poste actuelle sans présenter un carnet de passage. Donc les recensements sont beaucoup plus faciles. Et à l'époque, ils estiment que dans Buyenzi figurent environ 60% de Congolais, 30% de Burundais et 8% de Rwandais. Alors, je vous laisse écouter ces chiffres-là. En réalité, si on regarde bien et si on voulait vraiment faire la généalogie de ces 60% de Congolais, il y en a plein, c'est des Burundais, en réalité. C'est juste parce que leur papa est congolais ou leur grand-père est congolais qu'on va les... Tiens, ça rappelle le Burundi. Donc voilà. Et puis vous rajoutez à ça ceux qui résident à Bouiza, qui sont un petit peu plus nombreux, ils sont 36 000 en 59. Donc vous avez une population, je reste sur Usumbura, hein. Pardon, on dit Usumbura à l'époque, d'ailleurs depuis Kiswahili. Hein. Donc on est autour de un peu moins de 50 000 Swahili, ce qui est quand même beaucoup pour une petite ville comme Bujumbura à l'époque. Ça veut dire qu'en gros, la majorité de la population est Swahili à Usumbura à cette époque. Juste pour continuer dans les petits chiffres, pour que vous voyez un peu, il y a des centres extra-coutumiers, il y en a 4 au Burundi. Donc il y a ces deux dont je viens de vous parler, Buyenzi et Bouiza. Et puis vous avez celui de Rumongue Nyanzalak, on les met ensemble à l'époque. Et vous en avez un autre à Gitega. À Gitega, c'est 3000 personnes qui habitent le centre extra-coutumier. Et puis à Rumongue Nyanzalak, les deux, j'ai oublié, 5000 habitants en 1959. Donc c'est pas non plus énorme. Mais tous ces gens, enfin en tout cas la plupart, sont super mobiles. C'est-à-dire que la fibre commerciale dans le monde swahili étant quand même extrêmement développée, les Swahili sont ceux qui font du commerce, qui vont chercher au Tanganyika des produits, qui traversent la frontière vers le Congo aussi. Mais en réalité, si on regarde vraiment le gros des échanges, c'est vers le Tanganyika. Parce que souvent on parle, enfin ça aussi c'est un peu une nouveauté, moi j'ai trouvé de mes recherches, parce que souvent dans la mesure où on parle du Congo belge et du Rwanda-Urundi, dans nos têtes, à nous Européens, mais aussi je pense aux Burundais, forcément on se tourne vers le côté ouest, c'est-à-dire on se dit bah, ça devait y avoir beaucoup de relations avec le Congo. En réalité, tout ce que je vois moi dans les archives, c'est que les grosses relations des Swahili, en tout cas de cette époque, c'est avec le Tanganyika, clairement. Il y a bien entendu des échanges, des pêcheurs qui traversent, qui vont au Congo, mais le gros des échanges, c'est vraiment avec le Tanganyika, c'est là qu'il se passe des choses. Donc en fait, c'est une petite communauté par rapport au nombre général de personnes, mais c'est voilà. Alors en fait, je voulais vous parler aussi. Est-ce que voilà, ça va me permettre de vous parler de plein de choses, de partir d'un personnage plutôt que de parler de plein, mais vous allez voir, ça va me faire
en parler de plusieurs autres. En fait, je voulais parler de, c'est mon dada un peu, c'est mon héros à moi, c'est Salou Massani Machangwa, ou Machango. Il faudra un jour qu'un swahilophone me dise quelle est, à votre avis, la vraie écriture, parce que les archives sont indécises. De temps en temps, c'est Machangwa, et de temps en temps, c'est Machango, mais en tout cas, c'est le même monsieur. C'est Machangwa. Oui, moi j'aurais plutôt dit... Petit-fils, j'ai parlé avec eux, ils disaient Machangwa. Machangwa, donc appelons-le Machangwa, c'est comme ça que je l'écris d'ailleurs toujours. Alors lui pour le coup, vraiment c'est une figure emblématique du nationalisme au Burundi. Et pourtant, lui, on sait qu'il est vraiment lui-même originaire du Tanganyika Territory. Donc si on voulait vraiment faire par citoyenneté, mais c'est difficile de parler de citoyenneté en 59, puisque les Burundais n'ont même pas la citoyenneté eux-mêmes, donc on ne sait pas trop comment s'exprimer. Mais disons, c'est un Tanzanien, si on voulait parler comme maintenant, mais en réalité qui mène toute sa vie au Burundi et qui en fait se considère comme dans son pays au Burundi. Et tous ses investissements, tout ce qu'il va faire, c'est toujours au Burundi. Hein. Il est... on trouve sa trace, alors lui c'est vraiment les tout débuts du militantisme nationaliste, dès 56, et alors lui il a un dossier mais énorme comme ça à la sûreté, il est pisté, mais alors pisté, parce qu'il faut dire qu'il commence très fort. Cheville ouvrière. Voilà, c'est la cheville ouvrière de l'UNARU, hein, vraiment, Salou Massani Machangwa, c'est un personnage extrêmement important. Et en fait, on commence à entendre parler de lui, notamment dans les archives de la Sûreté. Quand je dis on, c'est le lecteur des archives de la Sûreté, en 1956, qui est assez tôt pour le Burundi, où il essaye de créer, contre la volonté des autorités coloniales, une entreprise indépendante et partisane de presse. Je refais un tout petit tableau de la situation de l'imprimerie et des périodiques à l'époque au Burundi. Il n'y a qu'une ou deux imprimeries qui sont des imprimeries chrétiennes, enfin catholiques, les Presslavigeries, qui sont encore en service aujourd'hui, et vous avez une autre imprimerie privée de celle... Voilà, mais Rudy Press, c'est pas une imprimerie. Enfin, moi, je parle de là où on peut imprimer des journaux. Rudy Press, c'est les périodiques, enfin, c'est le périodique gouvernemental, en fait, de la tutelle. Donc vous avez une imprimerie plus une petite autre tenue par un privé belge. Et du point de vue des périodiques, donc de ce qu'on peut lire, vous avez la presse catholique, Ndangozi en Kirundi, et puis après vous avez des journaux essentiellement destinés aux colons, enfin aux blancs, c'est-à-dire Temps Nouveau d'Afrique, vous avez la Dépêche du Rwanda Urundi, c'est déjà bien tout, et le fameux Rudy Press, qui est une espèce de bulletin officiel, un peu comme le Renouveau du Burundi aujourd'hui, mais pour le gouvernement de la tutelle. Donc en fait, le paysage médiatique, il est complètement fermé. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté d'impression, et bien entendu, si un musulman va voir les Presslavigeries en disant « j'ai envie de publier une gazette qui va s'appeler, je sais pas, Ouru », il n'a aucune chance d'être publié. Voilà. Donc, Machangwa, lui déjà, il vient avec en tête un projet qui est quand même assez original, c'est monter une imprimerie pour publier ses propres périodiques, et ses propres périodiques engagés et militants, hein, parce que lui, il est déjà très actif, Machangwa. Donc, il crée Mwananchi Press, c'est-à-dire les presses du citoyen, et ils sortent à cette époque, je ne sais pas si tu les as lus dans les archives, quelques bulletins qui s'appellent, alors il y en a un, c'est Murasabe, excusez pour mon accent qui soit un peu nul, Murasabe, nous demanderons, peut-être je le dis mal, Murasabe. Oui, en fait c'est en Kirundi. Ah, c'est du Kirundi? Oui, c'est du Kirundi. Non, j'aurais dit que c'était du Uruna Umoja, comme tu disais. Donc, qui sont des espèces de petits bulletins de 2-3 pages qui réclament l'indépendance, en fait. Donc, en 56, c'est déjà un des tout premiers à réclamer l'indépendance. Ils sont confisqués immédiatement, ces bulletins, c'est-à-dire qu'en gros, ça a le temps de circuler un tout petit peu à Buyenzi. Voilà, il y en a 2-3 qui circulent, puis ils sont immédiatement confisqués. Ce qui d'ailleurs signifie qu'il y avait un informateur qui avait prévenu la sûreté qu'il y avait quelque chose comme ça qui sortait. Il est aussi, en 1956, on le retrouve toujours pisté par la sûreté, secrétaire général d'une association qui s'appelle Barafunyeupe. On a beaucoup tergiversé avec Abdoul sur la signification de Barafunyeupe, la neige blanche, la glace blanche.
Et alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une association dont il est secrétaire général, mais en réalité, la plupart des membres sont des femmes. Et en fait, c'est une association officiellement qui est une association de chant, de danse, d'activités culturelles pour les femmes. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai rigolé quand tu disais que l'association Joua était une association culturelle et sociale, mais pas du tout politique, parce que c'est exactement comme ça que les associations politiques ont commencé au Burundi. C'est-à-dire que les Swahili disaient non, non, mais c'est une association culturelle et sociale, on ne fait pas de politique. Et en réalité, les femmes qui faisaient partie de cette association, par exemple, Barafuny Upé, elles allaient soi-disant faire des stages de danse au Tanganyika, puis sous leur pagne, elles rapportaient des tracts, des journaux en Kiswahili qui réclamaient l'indépendance. Donc en fait, si ça se trouve, nous sommes là aussi, ici, l'association Joua est peut-être une future association politique. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ça a été une des manières, et il n'y a pas que Barafuny Upé, je pourrais vous en citer pas mal d'autres. En fait, les seules associations qui étaient autorisées par la loi belge étaient des associations à but culturel et artistique, etc. Et les Swahili sont passés maîtres dans le camouflage de l'association politique en faisant semblant de monter des associations, alors très souvent avec les femmes. On savait que les femmes étaient beaucoup moins fouillées que les hommes à la douane. Les hommes, tout le monde était fouillé, hein, parce que comme il y avait du commerce, les douanes prélevaient des taxes et voulaient en prélever, donc normalement on fouillait les bagages, d'ailleurs comme ça se fait maintenant pour les commerçants, on continuait. Mais les femmes quand même, voilà, les douaniers ne soulevaient pas leur pagne pour... Mais une fois qu'ils ont trouvé une ou deux femmes comme ça, où c'est tombé de leur pagne, etc., là ils se sont mis à fouiller les femmes parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait elles étaient le principal vecteur de transport des bulletins, de tous les symboles qu'il y avait qui venaient du Tanganyika. Donc ça c'est assez intéressant.